Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, pour être tout à fait honnête, remet pas mal en question la façon dont on perçoit notre propre corps. Oui, complètement. On va parler d'une véritable révolution médicale qui se déroule en ce moment même. Et ça se passe juste là, à l'intérieur de notre ventre. C'est ça, notre focus du jour se porte sur le pouvoir franchement insoupçonné du microbiote intestinal et des probiotiques, avec une attention toute particulière sur le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Tout à fait. Et plus spécifiquement, on va se pencher sur la colite ulcéreuse, qu'on appelle aussi la rectocolite hémorragique. C'est un domaine de recherche qui a complètement explosé ces dernières années. Absolument. Et pour décortiquer cet écosystème, on a rassemblé une pile assez impressionnante de documents pour notre analyse détaillée. On parle d'études scientifiques très récentes, de vastes méta-analyses cliniques, et tu vas voir de recherches expérimentales qui frôlent presque la science-fiction. Ouais. Il y a des histoires de probiotiques modifiés équipés de boucliers microscopiques. C'est vraiment fascinant. Ce qui émerge de tous ces travaux, c'est qu'on réalise que notre vision classique de la médecine est en train de changer. Elle évolue vers quelque chose de beaucoup plus écologique, non? Exactement. On ne regarde plus seulement l'organe malade de façon mécanique, on regarde vraiment tout l'écosystème qui l'entoure, l'environnement global en fait. Et du coup, la mission aujourd'hui, ça va être de rendre tout ce jargon scientifique, toutes ces découvertes ultra pointues, totalement accessibles et passionnantes pour ceux qui nous écoutent. On va essayer de comprendre comment de minuscules bactéries peuvent littéralement reconstruire nos défenses internes. C'est un super programme, parce que le ventre, c'est définitivement pas juste un simple tube digestif. Non, c'est clair. Alors, essayons de décortiquer tout ça. On peut vraiment voir le ventre comme un champ de bataille microscopique, ou une métropole bouillonnante où des milliards d'organismes luttent et coopèrent en permanence. Le terme de métropole ou de champ de bataille est très à propos. Pour bien saisir l'enjeu des nouvelles thérapies qu'on va aborder, il faut vraiment comprendre la nature de ce terrain. Et la colite ulcéreuse, c'est un cas d'école particulièrement dramatique de ce qui se passe quand ce terrain devient hostile. Bah justement, commençons par poser les bases pour notre audience au cas où certains auraient la chance de ne pas connaître cette maladie. En gros, la colite ulcéreuse, c'est une inflammation chronique du côlon. Ouais, mais dire inflammation, c'est presque un euphémisme en fait. C'est vrai. Concrètement, au quotidien, ça se traduit par des douleurs abdominales extrêmement sévères, il y a des saignements, une urgence constante pour aller aux toilettes et une fatigue qui est juste écrasante. C'est le genre de pathologie qui isole énormément et qui handicape lourdement la vie de tous les jours. Absolument. Et sur le plan purement biologique, ce qu'on observe, c'est une perte alarmante de la couche de mucus, cette fameuse couche qui tapisse et protège l'intestin. Les tissus se retrouvent littéralement à vif. Et c'est là qu'est la grande question, le grand mystère qui a longtemps plané sur cette maladie. Qu'est-ce qui déclenche cet incendie intérieur? C'est là que la science moderne a fait un bond de géant. Pendant très longtemps, on cherchait une cause unique. Mais aujourd'hui, les études convergent massivement vers un coupable beaucoup plus large, la dysbiose. La dysbiose, donc un déséquilibre, c'est ça? C'est ça. Le microbiote intestinal, il faut l'imaginer comme une immense forêt tropicale microscopique à l'intérieur de nous. C'est composé de milliards de bactéries, de champignons, de virus, qui, en temps normal, vivent en parfait équilibre. Et dans le cas de la colite ulcéreuse, cette forêt est dévastée. Exactement. La biodiversité s'effondre, les bactéries bénéfiques disparaissent, et ça laisse le champ libre à des souches pathogènes ou opportunistes qui vont se multiplier de façon complètement incontrôlable. Et ce qui est fou dans les recherches qu'on a sous les yeux, c'est qu'on voit que cet effondrement ne sort pas de nulle part. Les études soulignent à quel point notre environnement moderne joue un rôle de déclencheur ou en tout cas d'accélérateur. Ah oui, complètement. On pointe notamment du doigt notre alimentation. L'alimentation moderne, c'est vraiment un facteur majeur dans cette histoire. Surtout l'absence de fibres, non? Hmm. Ouais, le manque de fibres est particulièrement problématique. Les fibres, c'est la nourriture de base de nos bonnes bactéries. C'est simple, si on ne les nourrit pas, elles meurent. Mais il y a encore plus agressif que le simple manque de fibres. Tu parles des additifs? Parce que les études se penchent beaucoup sur certains produits omniprésents dans la nourriture ultra transformée. Les émulsifiants, par exemple. Tout à fait. Les émulsifiants, ce sont ces substances qu'on utilise pour mélanger l'eau et le gras, pour donner une belle texture aux aliments. Le problème, c'est que ces substances ne s'arrêtent pas d'agir une fois avalées. C'est-à-dire? Eh bien, elles gardent leurs propriétés détergentes. Elles ont la capacité de littéralement décaper la fine pellicule de mucus qui protège notre paroi intestinale. Oula, c'est une image assez terrifiante. C'est un peu comme avaler un détergent à petit feu, quoi. C'est un peu l'idée, oui.
Et pour bien visualiser cette mécanique, on peut utiliser une analogie. On peut imaginer la paroi intestinale comme une immense forteresse médiévale. Une forteresse dont le but est de protéger notre circulation sanguine. D'accord, j'aime bien cette image. Et cette forteresse possède des lignes de défense très claires. Exactement. Si on suit cette analogie, la première ligne de défense, ce sont les douves qui entourent le château. Dans notre intestin, ces douves, c'est une épaisse couche de mucus. Ce mucus est continuellement sécrété par des cellules spécialisées qu'on appelle les cellules caliciformes. Donc ça, c'est à la fois une barrière physique et chimique. C'est ça. Ensuite, juste derrière les douves, il y a les murs de la forteresse eux-mêmes. Ça, ce sont nos cellules épithéliales. Et pour éviter que l'ennemi ne se glisse entre les pierres du mur, ces cellules sont scellées entre elles par des protéines extrêmement robustes. Les fameuses jonctions serrées dont parle la biologie. Tout à fait, les jonctions serrées. On peut vraiment les voir comme les joints en ciment de notre muraille. Donc si je résume, la dysbiose, le manque de fibres, les émulsifiants, tout cela vient assiéger la forteresse. Les douves de mucus s'assèchent, et une fois que le mucus a disparu, les mauvaises bactéries s'attaquent directement au mur. Et là, le ciment, les jonctions serrées, commencent à se fissurer. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est à cet instant précis que la maladie bascule. Les murs cèdent, la forteresse devient perméable. C'est ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'intestin poreux. Et j'imagine que c'est là que les envahisseurs entrent. Complètement. Des millions de bactéries, des débris cellulaires, des toxines, des choses qui auraient dû rester sagement confinées à l'intérieur du tube digestif pour être évacuées, s'infiltrent à travers les fissures et pénètrent dans les tissus profonds. Et le corps ne laisse évidemment pas passer une telle intrusion sans réagir. Oh non, la réaction est immédiate et d'une violence inouïe. Le système immunitaire, qui patrouille juste derrière la paroi, perçoit cette infiltration massive comme une invasion mortelle. Il déclenche l'alarme générale. Voilà, il déclenche toutes les sirènes d'alarme et déploie une véritable armée de globules blancs vers la zone de la brèche. Mais le gros problème, c'est que cette armée immunitaire utilise des armes chimiques inflammatoires pour détruire les intrus. Des armes qui finissent par détruire les propres tissus de l'intestin au passage. C'est exactement le drame de cette maladie. C'est un feu croisé continu, un cycle vicieux de destruction et d'alerte permanente. Et c'est ça qui cause les ulcères caractéristiques de la colite. Alors, si on prend un petit instant pour faire une synthèse rapide pour ceux qui nous écoutent, la colite ulcéreuse, c'est pas juste une irritation passagère. C'est vraiment l'effondrement dramatique d'une barrière architecturale complexe, notre forteresse intestinale. Et cet effondrement est provoqué à l'origine par un déséquilibre de l'écosystème bactérien, aggravé par notre mode de vie, ce qui mène à une guerre civile destructrice entre notre système immunitaire et notre propre corps. C'est un excellent résumé. Le nœud du problème est là. L'inflammation n'est finalement que le symptôme d'une brèche qui est à la fois structurelle et écologique. Bon, la question qui s'impose naturellement maintenant, c'est de savoir comment on fait pour reconstruire cette forteresse quand elle est complètement en ruine. Et c'est là que les sources qu'on explore prennent un tournant vraiment fascinant. Parce qu'on oublie les pansements chimiques traditionnels, la science s'oriente de plus en plus vers des ouvriers spécialisés vivants. Les probiotiques? Voilà, les probiotiques. Mais attention, on est très loin du petit yaourt qu'on achète au supermarché pour faciliter le transit, hein. C'est clair. L'une des études qu'on a détaillées met en lumière une souche hyper spécifique de probiotiques. Elle s'appelle Lactobacillus plantarum Achenuceron 82. Et le détail qui rend cette découverte assez incroyable, je trouve, c'est son origine. Ah oui, l'origine est surprenante. Elle a été isolée à partir d'un thé de poisson fermenté traditionnel. Ouais, un thé de poisson. C'est souvent là que la science de pointe rencontre la sagesse ancienne. En fait, les aliments fermentés traditionnels sont des réservoirs incroyables de biodiversité microscopique. Et donc les chercheurs ont fouillé là-dedans. C'est ça. Ils ont scanné ces écosystèmes ancestraux et ils ont extrait cette souche particulière, le fameux HNU 082, parce qu'elle possède des capacités étonnantes. L'étude montre bien que c'est pas juste un visiteur de passage dans l'intestin. Cette bactérie agit comme un véritable maître d'œuvre. Un maître d'œuvre capable de restaurer les 4 piliers fondamentaux de la barrière intestinale. Reconstruire 4 piliers à la fois, c'est quand même un cahier des charges hyper impressionnant pour un organisme unicellulaire. Absolument. Et si on observe le chantier de plus près, on peut voir comment elle s'y prend. Alors regardons ça. Comment elle fait pour le premier pilier, la barrière biologique?
Le premier objectif du HNURLO2, c'est de redonner de l'énergie au système. Pour faire ça, la bactérie favorise la croissance d'autres microbes alliés, des bactéries amies si on veut, qui produisent une substance vitale. Le butyrate. Exactement, le butyrate. C'est un acide gras à chaîne courte. Pour faire très simple, c'est le carburant principal des cellules de notre côlon. Dans un intestin malade, les cellules meurent littéralement de faim. Le probiotique vient donc relancer la chaîne d'approvisionnement énergétique. D'accord. Donc l'électricité est rétablie sur le chantier. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut s'occuper des fameuses douves qui s'étaient asséchées, la barrière chimique. Pour ça, la bactérie envoie des signaux cellulaires. Elle ordonne aux cellules caliciformes de l'intestin de reprendre la production. Plus particulièrement, elle stimule la fabrication de la protéine MUC2, qui est le composant principal du mucus protecteur. Et donc, l'eau remonte dans les douves, créant à nouveau une distance de sécurité entre les envahisseurs potentiels et la paroi du côlon. C'est exactement le mécanisme. C'est fou de penser qu'une bactérie issue d'un thé de poisson fermenté puisse envoyer des ordres génétiques à nos propres cellules humaines pour leur dire « Hey, fabriquez plus de mucus ». C'est la magie de la communication interespèce dans notre ventre. Bon, et pour les murs de la forteresse eux-mêmes, on arrive à la troisième barrière, la barrière mécanique. Là, on observe une véritable action de maçonnerie microscopique. Les chercheurs ont mesuré l'impact du HNU 082 sur le ciment de nos cellules, les fameuses jonctions serrées dont on parlait tout à l'heure. Et il se passe quoi? Le probiotique stimule directement la production des protéines structurelles clés, comme la ZO1 et la ZO2. Ces protéines viennent resserrer et colmater l'espace entre chaque cellule. Les fuites sont réparées de l'intérieur. Super. Mais réparer les murs et remplir les douves, ça sert pas à grand-chose si l'armée à l'intérieur continue de tirer au canon d'artillerie sur ses propres positions. Il faut calmer le système immunitaire. Et ça, c'est la quatrième barrière. Et c'est peut-être l'action la plus cruciale de toutes. Le HNU 082 agit sur un interrupteur génétique majeur dans nos cellules, connu sous le nom de voie NF-κB. NF-κB, on peut le voir comme le bouton de panique général du système immunitaire, c'est ça? C'est ça. Dans la colite ulcéreuse, ce bouton est coincé sur la position allumée. La bactérie, elle, réussit à interagir avec cet interrupteur pour le désactiver. Incroyable! Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en faisant cela, elle coupe la production en chaîne des signaux inflammatoires. Elle arrête les messagers de la guerre cellulaire et elle favorise à la place la libération de molécules apaisantes. Des molécules qui signalent au corps qu'il est temps de cicatriser. Donc, si on récapitule la mission de notre bactérie issue de la fermentation traditionnelle, elle arrive dans un paysage dévasté, elle nourrit les cellules survivantes, elle relance la production du bouclier de mucus, elle colmate physiquement les brèches, et enfin, elle passe parmi nos propres gardes de sécurité pour éteindre l'alarme et déclarer le cessez-le-feu. Ouais, c'est une synergie absolument prodigieuse, orchestrée par un simple micro-organisme vivant. Il est capable d'agir sur plusieurs fronts à la fois, là où un médicament classique, lui, ne ciblerait souvent qu'un seul mécanisme isolé. En gros, les probiotiques ne servent pas juste au transit, certaines souches spécifiques sont de véritables maîtres de chantier capables de reconstruire physiquement l'intestin. C'est le grand espoir des thérapies basées sur le microbiome. Cependant, parce qu'il y a un mais, pour que ce maître d'œuvre puisse faire son travail, il y a un obstacle physique gigantesque que les scientifiques doivent résoudre. Ah! Et cet obstacle, c'est là que ça devient vraiment intéressant et ça nous amène à une partie de nos sources qui ressemble véritablement à un scénario de science-fiction. Parce que c'est bien beau d'avoir une bactérie miracle, mais encore faut-il qu'elle arrive vivante sur le site de construction. Et le chemin de la bouche jusqu'au côlon, c'est pas vraiment une promenade de santé. Acide chlorhydrique extrêmement corrosif. Une immense partie des probiotiques ingérés périt à cette étape. Et ceux qui survivent doivent encore traverser l'intestin grêle et ses selles biliaires agressifs. Tout à fait. Et même si une poignée de ces ouvriers bactériens arrivent finalement dans le côlon, ils atterrissent au beau milieu d'une zone de guerre. Surtout dans un côlon malade. Exactement. Le contexte d'un côlon atteint de colite ulcéreuse, c'est apocalyptique pour une bactérie. L'inflammation chronique libère des quantités phénoménales de ce qu'on appelle les radicaux libres, ou le stress oxydatif. Ces fameux radicaux libres, ce sont des molécules instables et très toxiques, c'est bien ça? C'est ça. Elles détruisent tout sur leur passage. C'est un peu comme essayer de planter un arbre au milieu d'un bain de déchets radioactifs. Les probiotiques survivants sont souvent anéantis par ce stress oxydatif avant même d'avoir pu commencer la moindre réparation. Alors, comment la science fait-elle pour contourner un environnement aussi hostile? C'est là que l'innovation devient époustouflante. Dans nos sources, avec le développement de probiotiques qu'on a ingénierisés. Ils sont surnommés CEFLAC. Des chercheurs ont littéralement fabriqué une armure et un bouclier pour ces bactéries.
Comment on fait d'une bactérie classique une sorte de cyborg microscopique? Le processus est vraiment fascinant. Ils ont pris une souche de probiotiques très connue, le Lactobacillus casei. Grâce à des procédés de laboratoire assez complexes, ils l'ont d'abord incité à tisser autour d'elle son propre vêtement de protection. Un vêtement fait de quoi? D'une épaisse couche de sucre complexe. Un film de polysaccharides, pour utiliser le terme technique. C'est cette fameuse combinaison spatiale qui va lui permettre de résister à la brûlure de l'acide gastrique. D'accord, donc on a la combinaison, mais une fois arrivé dans le côlon enflammé, la combinaison ne suffit pas contre le stress oxydatif. Il faut aussi gérer les radicaux libres. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape de l'ingénierie. Les chercheurs ont incrusté dans ce film protecteur des nanoparticules de sélénium, des points de sélénium infiniment petits. Le sélénium qui a des propriétés antioxydantes remarquables. Voilà. C'est le fameux bouclier d'énergie serre. Exactement. Ces points de sélénium vont agir comme un réseau d'éponges ou de paratonnerres chimiques. Une fois que la bactérie atteint le côlon malade, le sélénium absorbe activement et neutralise les toxines oxydatives de l'environnement inflammatoire. En gros, il nettoie le terrain. C'est une stratégie en deux temps qui est d'une élégance rare, franchement. D'un côté, le sélénium agit comme un bataillon de nettoyage qui purifie la zone des radicaux libres destructeurs. Et de l'autre, la bactérie, bien protégée dans sa combinaison, peut tranquillement s'installer, se multiplier, commencer son travail de reconstruction. C'est le combo parfait. On n'est plus du tout dans la simple supplémentation en gélules. La science combine désormais biologie et nanotechnologie pour créer des super probiotiques capables de survivre à l'estomac et de nettoyer activement l'inflammation. L'ingéniosité de cette méthode ouvre des perspectives inouïes, c'est certain. Ça permet de garantir que les traitements arrivent intacts là où on en a le plus besoin. Mais il faut rester réaliste. Oui, on est encore au stade expérimental. Voilà. Ces superbactéries cyborgs aux nanoparticules de sélénium, ce sont des prouesses de laboratoire. Ça demande encore des années avant d'arriver dans les pharmacies. Aujourd'hui, face à un patient dont l'intestin est sévèrement atteint et qui ne répond pas au traitement de première ligne, la médecine clinique doit utiliser d'autres approches, beaucoup plus lourdes. Et nos sources documentent très bien cet arsenal thérapeutique, cette artillerie lourde de dernier recours, quand la forteresse est sur le point de s'effondrer totalement et que les probiotiques ne suffisent plus. On entend souvent parler de thérapie biologique. Qu'est-ce que c'est concrètement? Les traitements biologiques représentent l'une des avancées majeures de ces 20 dernières années. Contrairement à des molécules chimiques simples, ce sont des protéines complexes, souvent des anticorps fabriqués en laboratoire comme l'infliximab ou le vedolizumab. Et comment ils agissent? L'idée, c'est d'envoyer des missiles à tête chercheuse pour intercepter les signaux de l'inflammation avant qu'ils ne fassent des dégâts. Par exemple, certains anticorps vont cibler spécifiquement et neutraliser les molécules d'alarme du système immunitaire. Ils coupent la communication? C'est ça. D'autres traitements biologiques vont agir comme des agents de circulation très stricts. Ils se fixent sur les vaisseaux sanguins de l'intestin et interdisent physiquement l'accès aux globules blancs agressifs. Ils les empêchent de rejoindre le champ de bataille et de nourrir l'inflammation. C'est une approche chirurgicale, extrêmement ciblée. Mais d'après les méta-analyses qu'on a examinées, ces missiles à tête chercheuse ont tout de même leurs limites sur le long terme. Oui, le problème principal des thérapies biologiques, outre leur coût, et certains effets secondaires liés à la baisse des défenses immunitaires globales, c'est la perte d'efficacité. Ah oui, le corps s'habitue. Le corps humain est une machine adaptative redoutable. Avec le temps, le système immunitaire du patient peut commencer à identifier ce médicament biologique comme un corps étranger et il va fabriquer des anticorps pour le détruire. C'est le comble. C'est le fameux plafond thérapeutique. Un médicament qui fonctionnait très bien peut cesser d'agir au bout de quelques mois ou quelques années. C'est une course aux armements perpétuels, ce qui explique d'ailleurs l'intérêt grandissant pour une autre approche, très bien documentée dans nos sources, une approche qui ne cherche plus à bloquer tel ou tel signal, mais qui envisage un ravalement de façade complet. C'est une procédure dont le nom fait souvent sourire ou reculer au premier abord, la transplantation de microbiote fécal, ou TMF. Oui, le terme peut surprendre, c'est vrai, mais derrière ce terme un peu brut se cache une logique écologique implacable. C'est quoi la logique exacte, Sam? La logique est de se dire que le microbiote de ce patient est tellement dévasté, la dysbiose est si profonde qu'aucune supplémentation isolée ne suffira. La TMF consiste donc à prélever l'écosystème bactérien complet, riche et équilibré d'un donneur sain, qui est rigoureusement testé bien sûr, et à l'implanter directement dans le côlon du patient malade.
C'est vraiment une approche de réensauvagement. Si on reprend l'image de la forêt dévastée par un incendie, dont on parlait au début, on ne vient pas replanter juste 2 ou 3 arbres isolés en espérant qu'ils survivent. On importe une motte de terre entière provenant d'une forêt primaire foisonnante, avec ses mycorhizes, ses insectes, ses milliers d'espèces végétales, pour redémarrer instantanément un écosystème complexe et autonome. L'analogie du réensauvagement est excellente. Et bien que l'idée d'utiliser de la matière fécale pour soigner puisse paraître peu conventionnelle, les données cliniques sont frappantes. Les chiffres sont bons, hein. Très bon. Dans les études récentes sur la colite ulcéreuse, les patients recevant une TMF montrent des taux de rémission clinique autour de 28%, comparé à seulement 9% pour ceux recevant un traitement placebo. Ah oui, la différence est énorme. Ce sont des écarts massifs pour une pathologie aussi difficile à traiter. La pratique est complexe, elle requiert des protocoles de sécurité très stricts pour éviter la transmission d'autres pathogènes, mais elle prouve que changer l'écologie globale de l'intestin peut renverser une maladie considérée comme incurable. Donc, pour faire face aux cas sévères, la médecine moderne offre des thérapies ciblées par anticorps, ou alors la méthode radicale mais prometteuse de la transplantation fécale pour redémarrer l'intestin à zéro. C'est un arsenal vraiment fascinant. Et toutes ces interventions pointent vers la même réalité au fond. Notre santé est indissociable des micro-organismes qui nous habitent. C'est exactement ce qui rend cette exploration si pertinente pour tout le monde, bien au-delà des personnes qui luttent courageusement contre ces maladies. Plonger dans la science du microbiome, c'est réaliser à quel point la frontière entre nous et les autres est floue. Absolument. Notre niveau d'énergie au réveil, l'efficacité de nos défenses contre le moindre petit virus de l'hiver, notre capacité à gérer le stress, tout cela repose en grande partie sur l'équilibre des milliards de locataires invisibles de notre ventre. Prendre soin de cette flore, lui donner les fibres dont elle a besoin, la protéger des produits ultra transformés, ce n'est pas qu'une question de confort digestif. C'est l'entretien vital de la forteresse qui nous maintient en vie. L'entretien quotidien, c'est la base de la prévention. Mais si l'on connecte ceci à une image plus globale, au vu des technologies qu'on vient d'analyser, les perspectives d'avenir ouvrent des horizons totalement inédits. Vers quoi on se dirige, à ton avis ? Si nous sommes aujourd'hui capables de concevoir des boucliers de nanoparticules de sélénium pour des bactéries afin d'aller soigner des lésions sévères, la prochaine étape ne serait-elle pas de programmer notre microbiome à l'avance ? La programmation préventive du vivant. C'est vertigineux d'imaginer où cela peut nous mener. Imagine, au lieu de subir la maladie, on prépare le terrain dès le début. On pourrait envisager un futur où, au lieu de prendre des pilules chimiques, notre système digestif hébergerait un microbiome sur mesure, peut-être même calibré dès la naissance en fonction de notre génétique personnelle, un véritable réseau de sentinelles. Une armée microscopique en patrouille constante. C'est ça. Il est fascinant de penser que notre ventre pourrait devenir notre propre pharmacie interne et totalement autonome, capable de détecter la moindre anomalie inflammatoire en temps réel et de synthétiser sur place l'antidote exact, neutralisant les maladies des années avant même l'apparition du tout premier symptôme douloureux. La médecine basculerait d'une logique de réaction où l'on gère l'incendie à une logique d'anticipation absolue. C'est le but ultime de toutes ces recherches. Voilà une idée bien puissante à garder en tête pour regarder son assiette différemment demain matin. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos forêts internes et de la science de demain. Pour ceux qui nous écoutent, continuez de nourrir votre curiosité et prenez grand soin de votre microbiome. À très bientôt.